Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal de 22h sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Le président nigérian Muhammadu Buhari, en visite jeudi à N'Djamena, a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les insurgés islamistes nigérians de Boko Haram. Par ailleurs, il a appelé de ses voeux un renforcement de la coopération entre les deux pays. Les détails avec Abdulaziz Maïga. Au lendemain d'une visite au Niger, le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari était ce jeudi à N'Djamena. Investi à la tête du Nigeria il y a une semaine, Buhari a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram dont l'insurrection et sa répression ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Ici dans la capitale tchadienne, les deux pays faisant partie de la coalition régionale contre les insurgés islamistes ont encore affiché leur détermination. Le chef de l'exécutif nigérian a salué le rôle essentiel de l'armée tchadienne dans la lutte contre les hommes d'Aboubacar Shekau, notamment dans la région de l'extrême nord du Cameroun, soumise à une pression croissante, et sur le territoire nigérian pour libérer des villes frontalières. Outre la coopération militaire, Buhari a plaidé pour une meilleure coopération entre le Tchad et son pays pour les questions frontalières de migration et de circulation des personnes et des marchandises. Par ailleurs, Idriss Déby a lui réaffirmé l'engagement et la disponibilité du Tchad à collaborer avec le Nigeria. Le Nigeria et ses voisins le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin se sont entendus au début de l'année 2015 pour intensifier leur coopération afin d'endiguer la menace régionale que consistent les islamistes. Les ministres des 12 pays de l'OPEP ont débuté les discussions ce vendredi au siège du cartel à Vienne pour décider de leur objectif de production pour les 6 mois à venir. Le compte-rendu de Judith Kwendo. Les ministres des 12 pays membres de l'OPEP se sont réunis ce vendredi au siège du cartel à Vienne dans le cadre des discussions pour décider de leur objectif de production pour les 6 mois à venir. Pour le ministre du pétrole de l'Arabie Saoudite, chef de file de l'OPEP, les conditions s'améliorent et qu'il espère qu'elles continueront de s'améliorer. Lors de sa dernière réunion, le cartel avait conservé son plafond de production inchangé à 30 millions de barils par jour dans l'objectif de contenir la production des pays hors OPEP et de stimuler la demande. Le plafond du cartel est figé à ce niveau depuis plus de 3 ans. Nous sommes ouverts à toutes les suggestions pour cette réunion. Personne ne parle d'augmenter ou de diminuer la production ou d'augmenter le cours avant la réunion. Nous voulons discuter, nous voulons regarder ce rapport et notre travail est de nous assurer que l'offre et la demande sont équilibrées. Ce qui se produit maintenant, c'est que la production de pétrole dont le prix est équilibré avec le marché, cette production se poursuit. Mais ce dont le coût est au-dessus du prix, eux cessent et ce n'est pas source de profit. Près de 6 mois après l'une des réunions les plus commentées de l'OPEP, la décision avait porté un sévère coup au cours du pétrole déjà fragilisé. L'organisation semble partie pour poursuivre avec cette stratégie. Voilà, c'était un reportage de Judith Kwendo. Culture à présent en Algérie. La 8e édition du Festival international du film arabe d'Oran, ouverte mercredi, se poursuit. Un événement qui, selon les organisateurs, est considéré comme le plus important d'envergure internationale dédié à la cinématographie arabe. Roland Diakou. Plusieurs stars de la musique, du cinéma et quelques personnalités ont foulé le tapis rouge installé dans la ville d'Oran en Algérie à l'occasion de l'ouverture de la 8e édition du Festival international du film arabe, en abrégé FIFAO. Cette édition présente des innovations qui pourront permettre même aux producteurs exécutifs de présenter leurs réalisations. Et puis aussi il y a des portes ouvertes, chose qui est aussi nouvelle. Donc de portes ouvertes sur l'audiovisuel. Donc même les chaînes privées, toutes les chaînes sont présentes et même les producteurs exécutifs privés vont présenter leurs petits documentaires, leurs petites fictions. Lancé mercredi en soirée par le ministre de la Culture Azzedine Mehobi, le FIFOA a sélectionné 38 films venus des 17 pays arabes et occidentaux en compétition dans les 3 sélections longs, courts-métrages et documentaires.
En hors compétition, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, il sera proposé au public cinéphile oranais quelques 14 films nationaux, dont les toutes dernières productions. Moi, Yves Mervet Amin Samir Sabri, qui présente des rôles qui sont pour moi exceptionnels. C'était vraiment une bonne expérience de refaire un film avec cette génération, de refaire un film enfin à l'ancienne, comme on faisait les films égyptiens de l'année 70. C'est un clin d'œil à ce genre de cinéma. Enfin. Du 3 au 12 juin prochain, le festival considéré comme le plus important d'envergure internationale, dédié à la cinématographie arabe, rendra un hommage particulier au réalisateur Mohamed Lagda Amina à l'occasion de ses 40 ans de sa Palme d'Or, remportée pour son film Chronique des années de Braise. Et puis du sport dans ce journal, le Ghana en passe de se qualifier pour le 8e de finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans avant sa dernière rencontre avec la phase de groupe, a définitivement assuré sa qualification en venant à bout de son adversaire de Paname sur un score de 1-0. Les explications de Michel Géhi. La formation ghanéenne de moins de 20 ans s'est finalement qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Junior en Nouvelle-Zélande. Les Blacks Satellites ont arraché leur ticket de qualification en battant les Panaméens sur la marque d'1-0, signé Emmanuel Boateng à la 82e minute de la deuxième mi-temps. Le Ghana est dans la première équipe africaine à faire un coup double en validant non seulement sa qualification, mais termine également premier de sa poule, à savoir le groupe B, devant l'Autriche, finalement tenu en échec par l'Argentine. Pour la suite de la compétition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, au prochain tour, le Ghana affrontera le 3e du groupe A, C ou D, le 10 juin à Wellington. Le 7 en plus de ce soir est consacré au Burundi, le Burundi où l'opposition conteste l'actuel médiateur de l'ONU pour la zone des Grands Lacs, Saïd Djinnit. L'opposition l'accuse d'avoir transmis un rapport au chef d'État de la communauté est-africaine présent au sommet de Dar es Salaam sur la crise dans le pays, un rapport dont elle ignore le contenu. Dina Koussou était l'invité du 20h sur Canal 7. Dina Koussou, bonsoir. Merci d'être arrivé sur ce plateau. Vous êtes désormais une habituée de cette crise burundaise qui secoue le pays depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Peut-être rafraîchir la mémoire aux téléspectateurs pour savoir pourquoi effectivement l'opposition burundaise veut aujourd'hui sur un plateau la tête de Saïd Djinnit, le médiateur de l'ONU dans la région des Grands Lacs. Justement, il s'agit de 17 formations politiques de l'opposition burundaise qui réclament la tête du médiateur de l'ONU, justement de la zone des Grands Lacs, en la personne de Saïd Djinnit, qui a été, peut-être rappelé aux téléspectateurs, désigné le 17 juillet 2014 par Ban Ki-moon, le secrétaire général actuel. Alors, il est accusé... Pas nécessairement pour la crise burundaise. Pas nécessairement. Comme je le disais tantôt, c'est le médiateur de l'ONU pour la zone des Grands Lacs. Mais comme la zone des Grands Lacs, le Burundi fait partie de cette zone, vous comprenez naturellement qu'il est médiateur aussi de la crise burundaise. Alors, pour revenir, je disais qu'il est accusé de partialité par l'opposition burundaise qui a fortement exprimé sa déception face aux positions de Saïd Djinnit en disant justement qu'il aurait un penchant pour le parti au pouvoir lors des échanges pour établir un véritable dialogue et ramener la stabilité dans le pays. À côté de cela, il est accusé d'avoir trahi l'opposition burundaise en transmettant lors du dernier sommet, d'ailleurs c'était le dimanche dernier, de Dar es Salaam en Tanzanie, lorsque la communauté est-africaine s'est réunie une nouvelle fois pour traiter ou parler de la crise au Burundi. Il est accusé d'avoir trahi l'opposition en ayant transmis un rapport dont le contenu même n'est pas connu de l'opposition. Et surtout, le plus grave, c'est qu'il se serait prononcé, je le mets encore au conditionnel, en faveur du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Or, c'est un mandat qui est décrié par toute l'opposition, par la société civile burundaise qui jure et continue de contester et manifester dans les rues de Bujumbura, la capitale, et tout le pays, afin de ne pas permettre justement au président Nkurunziza. Naturellement, on pourrait comprendre la position de l'opposition burundaise qui ne pourrait pas négocier avec un médiateur qui est juge et parti
parti. Alors Dina Koussou, pensez-vous que cette requête de l'opposition burundaise pourrait trouver une terre fertile au moment où on vient naturellement de reporter un ensemble d'élections dans ce pays et qu'on veut avoir un calendrier de négociation assez raccourci pour qu'on arrive effectivement à cette présidentielle contestée au Burundi? Écoutez, les élections générales au Burundi, comme vous l'avez dit, ont été reportées sur 6 semaines. Une décision qui avait été fortement réclamée par la communauté est-africaine lors du dernier sommet, le premier sommet, ensuite le dernier sommet, celui du dimanche dernier à Dar es Salaam, encore une nouvelle fois en Tanzanie. Alors, en ce qui concerne la chance de l'opposition de voir leur requête être prise en compte, j'ai envie de dire qu'elle est quand même minime, au risque de me tromper, parce que Saïd Djinnit est aujourd'hui devenu l'artisan du dialogue dans cette zone des Grands Lacs. Saïd Djinnit est aujourd'hui la cheville ouvrière du dialogue entre l'opposition, le régime en place, la société civile et les communautés religieuses. C'est lui qui a réussi, qu'on le veuille ou pas, à rassembler le régime au pouvoir et toutes les différentes sensibilités afin de discuter pour ramener la stabilité. Et il bénéficie à côté de ça d'une confiance de toute la communauté internationale, en particulier celui qui l'a nommé, qui l'a désigné, donc le secrétaire général de l'ONU, donc Ban Ki-moon. Et pour terminer, je dirais que seule la suite des événements pourrait nous éclairer si l'opposition burundaise pourrait avoir gain de cause, mais leurs chances sont quand même minimes. Dans tous les cas, après la demande, la réclamation du retrait de la candidature de Pierre Nkurunziza, après la réclamation du report des élections au Burundi, on revient aujourd'hui à la réclamation de la tête de Djinnit, des chutes empoignades en perspective au Burundi. On n'est pas sorti de l'auberge. Justement, on n'est vraiment pas. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.